Nous allons démarrer ce café Zabre autour de l'intermittence des rivières, autour d'un problème de gestion et de préservation en débat. Bienvenue à tous. Quelques mots sur les personnes qui participent aujourd'hui à ce café Zabre. Il y a eu 288 inscrits. Donc on verra combien il y a de participants. Mais c'est pour dire que le sujet intéresse. Et on en voit largement les informations sur ces cafés Zabres, et on voit que 53% viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les régions qui sont sur le bassin du Rhône, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Occitanie sont aussi bien représentées. Mais il y a aussi des gens effectivement à l'échelle nationale et même à l'international. Il y a des gens de Guyane, il y a des gens du Québec, voilà. En termes de répartition par type d'activité, ce café Zabre le public présent correspond bien au public que l'on attend dans ce type de café Zabre, avec une grosse proportion de gens qui viennent des services administratifs, des collectivités locales, des bureaux d'études également de nombreuses personnes qui viennent des communes et communautés de communes. Il y a également des chercheurs, puisque, comme vous allez le voir, en tant que Zabre, on anime, et les organisateurs du café Zabre sont donc la Zabre, qui est un dispositif de recherche qui existe depuis maintenant 2001, qui fédère un réseau de recherche qui fait des recherches pluridisciplinaires et interdisciplinaires sur le bassin du Rhône, et qui a vraiment une vocation d'aider au transfert, à coordonner de la recherche et appuyer le transfert des connaissances. Et pour ça, nous appuyons sur le GREI, qui est une association dont la vocation est que quand il y a des recherches qui sont produites, elles arrivent le plus vite possible sur le territoire, et qu'on puisse partager connaissances scientifiques et connaissances d'acteurs sur un certain nombre de sujets. Ce café Zabre est soutenu par un certain nombre de partenaires, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la CNR et EDF, qui nous apportent un soutien sur notre animation générale de la Zabre. Donc le programme, découvrez le programme. Les rivières intermittentes, est-ce un problème? Qu'en disent les scientifiques et les gestionnaires de l'eau? Plusieurs personnes ont enquêté, veillent sur ces rivières intermittentes, donc ils vont vous en parler. Tout d'abord, Thibaut Datry, qui est écologue, spécialiste des rivières intermittentes, naturelles notamment, et qui est directeur de recherche à INRAE Riverly. Marie-Lise Cotet, donc, est géographe en sciences humaines et qui s'intéresse depuis plusieurs années déjà aux rivières intermittentes, et Stéphanie Vukeli, qui est doctorante de Marie-Lise Cotet et qui est dans le même laboratoire que Marie-Lise, laboratoire environnement, ville et société à Lyon. Comme c'est Café Zap, c'est intéressant, avant de discuter, d'avoir un peu un premier témoignage, une résonance un peu. Nous avons sollicité Benoît Terrier, qui est chef de projet à l'agence de l'eau RMC, qui est expert en hydromorphologie, mais qui est aussi très curieux des approches sociales. C'est pas son cœur de discipline, mais est très curieux de ces approches sociales. Donc, la parole est tout d'abord à Thibaut. Merci Anne, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais parler un tout petit peu aujourd'hui, c'est vraiment plus pour faire l'introduction, puisque le thème du café, il est quand même vraiment sur les perceptions. J'ai juste pour rappeler à partir de ces deux figures-là en fait, il faut qu'on change de paradigme. En sciences de l'eau, tout réseau hydrographique contient des tronçons intermittents. Au niveau mondial, naturellement, c'est l'intermittence qui domine. Et en France, alors c'est compliqué parce que voilà, tout dépend des référentiels qu'on utilise, mais on estime entre les réseaux théoriques hydrologiques qu'on a, digitaux, ou les Scan 25, on a entre 30 à 60% du linéaire qui peut être intermittent. Et la petite carte de droite vous montre que voilà, ce n'est pas l'apanage de la région Méditerranée. Tu peux passer à la suivante. Le gros problème, il est que, et je l'illustre à partir de deux slides, puisque vraiment le frein au jour d'aujourd'hui, on a travaillé avec Stéphanie et Marie-Lise, c'est quand même vraiment les histoires de perception. En fait, concrètement, quand on a une rivière qui n'a pas d'eau, on a l'impression qu'elle n'existe pas. Voilà. Et donc, on se permet de faire pas mal de choses, notamment de rejeter des eaux usées dedans, d'aller faire du quad, etc. On ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a toute une vie, une biodiversité qui est simplement cachée
à un dernier séminaire, il y a quelqu'un qui me disait, bah, c'est un petit peu comme un arbre, en fait. C'est pas parce qu'un arbre en hiver, il a plus de feuilles qu'on peut se permettre de le couper. Je trouve que c'est assez, une métaphore assez poétique. Tu peux passer à la diapositive suivante. Et je vais vous illustrer un petit exemple qui montre que, voilà, en fait, en tant que scientifique, même si on a beaucoup travaillé sur ces milieux allez, 15 dernières années, il y a encore des problèmes majeurs. On n'a pas transmis des outils aux gestionnaires et je l'illustre avec un cas où on avait fait, avec deux doctorantes, on avait travaillé à appliquer les protocoles de suivi de bon état, enfin de suivi de l'état écologique le long de l'Albarine. On avait pris trois sites qui correspondaient à un site pérenne, un site moyennement intermittent et un site très intermittent, comme figure sur la petite carte. Et en fait, c'est des sites sur lesquels il se trouve qu'on a des rejets très impactants de stations d'épuration. Donc, je mets les, alors, il y en a une qui va supprimer, c'est à Breno, c'est lié à la dernière fruitière du plateau qui va sans doute fermer puisqu'elle ne peut pas se mettre aux normes. Mais voilà, c'est des rejets qui sont fortement impactants avec des taux d'Escherichia coli, de carbone azote qui sont assez incroyables. Et donc, on a fait appliquer par un bureau d'études les protocoles IBGDCE et I2M2 en amont et en aval de chaque rejet. Donc, on s'attendait évidemment que dans le cas d'un tronçon pérenne, eh ben, on voit une dégradation de l'état écologique. Et puis, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et donc, sur la diapositive suivante, Anne, ce qu'on voit, c'est un graphe. Alors, pour le comprendre, c'est des différences des notes attribuées à partir des deux méthodes, en bleu l'IBGNDCE et en rouge l'I2M2, entre l'aval et l'amont. Et théoriquement, quand on impacte un milieu, ben, on s'attend à dégrader la note. Donc, normalement, cette différence, elle devrait être négative. Et là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le cas en milieu pérenne. Quoique l'IBGNDCE n'était pas, mais l'I2M2 marche très très bien. Mais voilà, le problème, c'est qu'en fait, on se trouve face à des milieux qui quand ils n'ont pas d'eau, c'est considéré comme un stress. Ça change les communautés. Les indicateurs n'ont pas été faits pour les rivières intermittentes. On n'inclut pas le stress de la dessiccation, ce qui fait que quand on rajoute de l'eau, même si cette eau, elle est assez polluée, eh ben, on a tendance à dire qu'on améliore l'état écologique. Et ça pose, en tout cas en tant que scientifique, ça pose un sérieux problème d'image. Et donc voilà, je m'arrête avec cette illustration de casse-tête pour les gestionnaires et je laisse la parole à Marie-Lise et à Stéphanie pour parler des perceptions. Merci beaucoup, Thibault. Ben, merci beaucoup. Oui, donc la question qu'on va se poser en fait avec le projet dont on va vous parler, c'est de savoir si les rivières intermittentes sont aujourd'hui un problème social reconnu par la société. Donc, le contexte de notre travail, donc Thibault vous l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, l'intermittence est très peu considérée dans le domaine de la gestion et il apparaît en tant que tel comme dans aucun texte de gestion à l'échelle nationale. Alors qu'on peut observer que ben, l'intermittence affecte les usages, les milieux et même les relations entre acteurs. Donc en fait, on a une reconnaissance institutionnelle qui aujourd'hui est très incomplète, avec beaucoup de questions, notamment sur le statut juridique qui est encore incertain. Et puis on observe aussi une prise en compte inégale selon les territoires. Donc c'est cette inégalité d'appréhension qu'on a essayé de documenter dans le cadre de ce projet. Euh, Puisque en fait, ben, la diversité de prise en compte rend aussi compliqué la définition d'actions publiques adaptées au fonctionnement hydroécologique de ce type de cours d'eau. Donc, ben, notre positionnement, c'est de se dire qu'au-delà des spécificités biophysiques, les rivières intermittentes sont aussi aujourd'hui des objets sociaux, politiques et territoriaux, et donc ben, qu'elles posent beaucoup de problèmes, beaucoup d'enjeux, notamment en termes d'usage concurrent. Elles soulèvent la question des arbitrages publics et puis elles se manifestent par des controverses localement. Pour répondre à cette question, on s'est tablé sur la définition qui avait été donnée par Gus Filt en 81. Et donc, il faut savoir qu'un problème social, il n'existe pas en tant que tel. En fait, on dit qu'on se confronte à un problème à partir du moment où il se construit par des acteurs dans des scènes publiques, des arènes publiques, où il s'agit de nommer le problème, d'identifier ses causes, de revendiquer ses solutions et d'obtenir des arbitrages. Donc à partir de ces différentes dimensions, on peut se dire que ben voilà, on se trouve dans le cadre d'un problème identifié par la société. Donc pour faire ça, on s'est intéressé à deux terrains d'études qui ont des contextes très différents.
Donc le Buëch, donc dans la Drôme, où on est dans un contexte de tension hydrique très forte, avec des conflits ouverts hein, entre acteurs et notamment autour de la question des prélèvements et des usages agricoles. Et puis l'Albarine, dans un contexte très différent, où cette fois-ci, on est dans un contexte d'intermittence naturelle, avec a priori peu de conflits d'usage. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on s'est tablé sur des entretiens, on a effectué des entretiens semi-directifs, donc des enquêtes qualitatives avec les acteurs locaux, où on a interrogé différents types d'acteurs, des gestionnaires de rivières, des gestionnaires des collectivités, donc de différentes échelles, hein, depuis les communes, communautés de communes et départements des agents des services de l'État ou voilà, assimilés, agences de l'eau, OFB, DDT, des usagers de nature différente, là encore, des pêcheurs, des représentants du monde agricole, et puis des associations de protection de l'environnement. Donc, ce qu'on a pu montrer, alors ça c'est un projet antérieur, mais ça me paraissait intéressant de le montrer, c'est que globalement, à partir du moment où on parle d'intermittence, les acteurs attribuent une moindre valeur à la rivière. En fait, donc ça c'était des cartographies mentales hein, qu'on avait demandé de produire. Donc à chacune des personnes qu'on interrogeait, on demandait d'entourer sur le secteur de la rivière lequel était préféré et lequel était moins apprécié. Et la carte du dessus, c'était le secteur préféré et le secteur du dessous, c'est le secteur le moins apprécié. Et donc ce que l'on remarque, c'est qu'on a finalement une dichotomie très forte avec une correspondance très très importante entre le secteur intermittent, qui est vraiment en bas. Vous le voyez, il est en rouge sur la carte, le linéaire et, et, voilà, le liseré est rouge, c'est le secteur intermittent. Et on voit très clairement que c'est le secteur qui est le moins apprécié du cours d'eau. Et inversement, la partie pérenne sur la carte est très fortement appréciée. Et en fait, donc les acteurs nous disent que c'est lié à des enjeux esthétiques. Hein. On voit très bien, elle est sèche, ça a moins d'attrait. Ou bien, même sur le plan biologique, la rivière est assimilée à une rivière très, très morte carrément. C'est des termes assez forts. C'est une rivière morte, on va dire. Ce n'est pas ce qui nous fait le plus plaisir. Ou véritablement, là, c'est que la rivière est morte, c'est tout. Donc, on voit très bien qu'on a aussi un imaginaire très important en lien avec les paysages de ce type de cours d'eau. Globalement, sur les causes, les acteurs que l'on interroge nous rendent compte vraiment d'une intermittence naturelle. Donc, c'est perçu comme un phénomène naturel avec notamment les failles karstiques qui sont perçues sur l'Albarine comme cause principale de la SEC. C'est ce que nous montre le graphique de droite. Et donc, cette naturalité fait que l'intermittence n'accède pas sur ce territoire au statut de problème public. En fait, l'intermittence n'est ni débattue au sein des acteurs locaux, ni portée sur l'agenda public, on n'en parle pas, ni associée à une responsabilité spécifique explicite. Ce qui est logique, hein, vu que l'intermittence est naturelle. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'on a une dépolitisation du phénomène. Et à partir du moment où le phénomène est perçu comme naturel, et ben finalement, les acteurs ne cherchent pas de gestion, de réponse de gestion spécifique. Donc en fait, c'est une rivière qu'on ne protège, enfin, qu'on ne cherche pas particulièrement à gérer. Et donc, c'est ce que nous dit la citation d'un acteur, hein, c'est un assèchement sur la partie aval qui est naturelle. Donc personne s'est dit, tiens, il y a à faire quelque chose. Et ce que l'on observe sur ce territoire, en fait, c'est que ce n'est pas l'intermittence en soi qui pose problème, mais le problème a été déplacé vers un enjeu de restauration. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce territoire, il y a eu un projet de restauration qui a été porté par les acteurs locaux et par le syndicat de rivière. Et que ce projet de restauration a restauré
un mécanisme de fonctionnement naturel. Sauf que ce fonctionnement naturel a conduit à une extension de la section intermittente. Et donc, finalement, ça a transformé complètement la dynamique naturelle de l'intermittence en une dynamique qui était, en tout cas sur le plan des perceptions, partiellement imputable à l'action humaine. Euh, du coup, ce projet de restauration avait été initialement soutenu par les pêcheurs. Et finalement, ces pêcheurs se sont retrouvés très, très mécontents des effets, puisque ben, on avait une section intermittente accrue sur la rivière. On voit très bien la citation, ah, les pêcheurs n'ont pas acheté du foncier pour acheter une rivière à sec. Et donc, en fait, ce qui se joue ici, là, c'est qu'on a un conflit qui oppose deux représentations de la rivière. Une représentation qui donne une valeur écologique orientée vers la fonctionnalité à long terme, portée par le syndicat de rivière et les institutions de gestion. Et de l'autre côté, une valeur plus patrimoniale, piscicole, qui est portée par les pêcheurs. Et en fait, on voit qu'on a un déplacement qui montre bien que ce n'est pas vraiment en soi la présence d'ASEC qui pose problème ici, mais c'est le fait que ces ASEC aient été reconfigurés complètement par l'action humaine. Et donc, on voit aussi là qu'il y a quelque chose qui se joue de ce point de vue-là. Alors, sur le Buèche, on est dans un cas très différent. Ce qui se passe sur le Buèche, c'est qu'on a des conflits très importants qui sont liés à l'intermittence et qui vont donner lieu, pour le coup, à un problème social. L'intermittence est perçue ici, là, dans ce cas de figure, comme une combinaison de causes naturelles et anthropiques, avec, bien sûr, ceux qui sont pointés du doigt, ce sont les activités humaines, et en particulier l'irrigation agricole, qui est vue comme un facteur explicatif de l'augmentation des ASEC. Donc, on a beaucoup d'enjeux sur ce territoire qui sont liés à l'accès à l'eau et au partage de la ressource et qui fait l'objet d'importantes tensions entre les différents acteurs. Et donc, on a des rapports de force très importants qui se jouent. Et vraiment, c'est le monde agricole qui est pointé du doigt ici par rapport voilà, à l'utilisation de l'eau. Ce problème ici, l'intermittence dans ce cas de figure, elle est vraiment objet de problème social. Alors, bien sûr, parce que c'est très récurrent, c'est fréquent, les ASEC sont fréquents, sont plutôt intenses, mais aussi parce que on a un écho et une mise à l'agenda dans l'espace public avec des acteurs qui s'emparent du problème, qui identifient des causes humaines au problème. Donc, et sur le fait que finalement, à partir du moment où c'est humain, on peut agir et on a des obligations d'agir. Et donc, voilà, l'intermittence sur le Buèche est très clairement un problème identifié par la société. Donc, en fait, on a deux cas de figure, et si on essaye de les mettre en parallèle, ce que l'on observe, c'est sur l'Albarine, on a une naturalité perçue très forte du phénomène qui finalement freine sa formalisation comme un enjeu de gestion à part entière. Sur le Buèche, on a déjà un objet de conflit structuré autour de l'accès à l'eau. Et en termes de gestion, ce que l'on observe pour l'Albarine, c'est que l'aggravation récente du phénomène et les conflits autour de la restauration ouvrent finalement la brèche à une requalification possible de cet enjeu comme un problème. Sur le Buèche, c'est déjà un problème, mais qui est traité aussi avant tout sous l'angle de la sécheresse et de la gestion de crise, et pas vraiment comme une catégorie de gestion encore à part entière au long cours. Et donc on se retrouve peut-être à deux moments différents du cycle vie d'un problème public, avec le Buèche où on est déjà clairement dans ce cas de figure, et l'Albarine où potentiellement on pourrait y arriver avec l'accentuation du phénomène par notamment le changement climatique. Ce que l'on a aussi pu noter dans les entretiens, c'est que les enquêtés évoquent des perspectives en termes de gestion, alors de nature très différente. Ils peuvent parler de sensibilisation des acteurs, d'adaptation des usages,
d'amélioration des connaissances techniques, de restauration, de renversement de la concertation. Et donc, toutes ces perspectives, on peut les interpréter aussi comme des tentatives pour construire l'intermittence comme objet de gestion et la considérer comme enjeu à part entière dans les politiques de préservation des cours d'eau. Donc, pour conclure sur cette partie, en fait, ce que l'on voit, c'est que bien sûr, l'intermittence, ce n'est pas seulement un simple fait écologique, ce n'est pas non plus un problème social univoque au sein des territoires, mais qu'on se retrouve vraiment dans des configurations hydrosociales situées, donc qui dépendent vraiment du contexte territorial. euh, et donc dont le statut et les enjeux de gestion se construisent dans les territoires en prenant en compte les différents usages, les valeurs et les acteurs dans leurs arènes de discussion respectives. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence à l'échelle locale. Et puis, je vais passer la parole à Stéphanie, qui, elle, va vous donner un regard plus national, puisque on a fait d'autres enquêtes à une autre échelle de territoire. Merci Marie-Lise. Bonjour à tous. Alors, ici, on va donc opérer un changement d'échelle donc pour porter le regard sur l'intermittence et ses problématiques à partir d'une échelle nationale en se basant sur les résultats de deux enquêtes. Une enquête par Carto questionnaire en ligne qui a été menée auprès de gestionnaires locaux et à partir des résultats d'une enquête par entretien qui a été menée auprès de chercheurs qui travaillent sur l'intermittence et d'acteurs de la gestion qui ont une vision plutôt régionale ou nationale des enjeux. Donc, comme on l'a vu, les socio-hydrosystèmes intermittents, c'est des objets hétérogènes. Donc, on a une hétérogénéité qui va être induite par plusieurs choses. D'abord, par la diversité des manières dont l'intermittence se manifeste et évolue en fonction des conditions biophysiques locales. Et notamment, on a aussi le climat qui intervient ici. Et en fonction aussi des pressions anthropiques. On a aussi une variabilité des enjeux locaux, c'est-à-dire des enjeux à la fois écologiques mais aussi humains qui vont être fonction à la fois de l'état écologique de la rivière, de son état hydrologique, et puis des usages qui vont potentiellement être mis en tension. Et puis des diversités aussi de manières de se représenter le phénomène comme un problème en fonction à la fois de la situation, mais aussi de la manière dont on se la représente, à partir à la fois des connaissances générales qu'on va avoir sur l'intermittence, des connaissances aussi locales du phénomène, des valeurs associées au milieu et des priorités de gestion qui sont définies localement. Et puis va entrer aussi en jeu le jeu d'acteur local qui va jouer sur la manière dont ces enjeux derrière vont être gérés. Les premières analyses de l'enquête par questionnaire, elles nous permettent d'entrevoir cette pluralité. D'abord donc par ce premier graphe, donc on a rendu compte sur ce graphique des différentes causes qui avaient été associées par les répondants au moment du questionnaire localement à l'intermittence. Donc il y avait différentes modalités de réponse possibles avec plusieurs réponses possibles. Donc les conditions climatiques, les activités humaines, les conditions hydrogéologiques, la géomorphologie fluviale et les processus biologiques. Donc à gauche, on voit la fréquence de ces différentes modalités avec une majorité de réponses qui se portent sur les trois premières modalités. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est la manière dont ces différentes causes se combinent. Donc, on a en fait, ce qu'on voit avec les couleurs, c'est qu'on a une majorité de situations qu'on a appelées des situations mixtes et qui vont conjuguer en fait à la fois des causes anthropiques, des causes biophysiques et des causes climatiques. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va à la fois localement complexifier la lecture du phénomène potentiellement et les actions de gestion à entreprendre,
mais qui va aussi complexifier à échelle nationale la définition d'une stratégie de gestion compte tenu de la diversité des situations locales, des cas de figure. Sur ce deuxième graphique, on rencontre cette fois des tensions induites sur les usages par l'intermittence en fonction de l'évolution locale de l'intermittence. Donc, c'est une carte de chaleur. Donc, à gauche, on voit des niveaux de tension déclarés qui vont de aucune tension à tension très forte. Et en bas, donc, des évolutions de l'intermittence qui vont pouvoir être soit de l'aggravation, de l'atténuation ou au contraire une stabilité. Et on voit, alors, d'abord, ce qu'on voit, c'est une majorité de cas d'aggravation de l'intermittence qui vont s'associer à des tensions fortes autour des usages, mais on voit aussi malgré tout une mosaïque en fait de cas de figure qui sont représentés et qui vont là aussi traduire une diversité de situations locales. En dehors de cette complexité de l'objet lui-même, liée à la diversité des configurations locales, on identifie, alors cette fois par le biais de l'enquête par entretien, d'autres freins qui vont s'opposer à l'émergence de l'intermittence comme un véritable problème public. Donc on l'a un petit peu évoqué déjà, il y a la question de la dévalorisation des rivières intermittentes, de leur invisibilité, voire de leur invisibilisation, avec qui va être associée à une plus faible volonté de préservation. On a aussi par les répondants la reconnaissance d'une certaine inadaptation des outils de gestion en cas d'intermittence. Alors on l'a vu aussi tout à l'heure avec la question de l'évaluation du bon état écologique, mais la question se pose aussi se pose aussi avec d'autres outils et notamment sur la restauration des répondants qui vont rapporter des difficultés, par exemple à évaluer les bénéfices tirés d'une mesure de restauration, ce qui va derrière potentiellement freiner la mise en place de ces mesures. On a aussi la question du manque de données, puisque c'est des milieux qui sont moins suivis. Et donc, le manque de données va être synonyme derrière d'une moindre capacité en tout cas, d'un ralentissement dans la connaissance du phénomène. Et donc, plus largement, on a aussi une difficulté à penser l'objet en lui-même et à penser la place à lui donner dans les cadres existants. Est-ce qu'il faut considérer les rivières intermittentes comme un cours d'eau parmi d'autres avec un fonctionnement un peu extrême, ou est-ce que véritablement il faut le traiter comme un milieu spécifique à part entière? Malgré ces difficultés-là, on a identifié dans les entretiens la présence de différentes dynamiques qui vont être porteuses pour la prise en main des enjeux liés à l'intermittence, avec d'abord l'existence et le développement de projets de recherche dédiés à l'intermittence qui vont être structurants, qui vont à la fois permettre de faire de l'intermittence déjà un objet de recherche en soi, qui vont fédérer une communauté de chercheurs autour de cette question, puis renforcer les liens aussi avec le monde de la gestion, ça va stimuler aussi la visibilité du sujet et sa mise à l'agenda. On a aussi l'apparition de l'intermittence, l'émergence de l'intermittence dans certains groupes de réflexion à échelle européenne via EcoStat par exemple, mais aussi dans des groupes techniques nationaux ou régionaux, enfin de bassins dans lesquels l'intermittence émerge. Et puis l'apparition aussi de séminaires dédiés comme aujourd'hui par exemple, qui vont créer en fait des arènes où l'intermittence va être discutée et mise en problème. On a aussi, on identifie, c'est des ancrages territoriaux qui vont être moteurs aussi pour la recherche, avec des terrains d'études pionniers qui vont permettre d'acquérir une connaissance plus fine des dynamiques liées à l'intermittence et qui vont aussi fournir des cas de référence pour généraliser ensuite à d'autres contextes. On souligne aussi le développement de dispositifs nationaux collectifs de production et de mise à disposition des données
qui vont à la fois pouvoir rendre visible ce- cette intermittence, à la fois par les chiffres et par les cartes, et qui vont améliorer la connaissance pour faciliter leur prise en main. Et puis derrière tout ça, une volonté forte d'améliorer l'acquisition et la circulation des savoirs par le biais de formations, de guides, de webinaires, qui vont favoriser à la fois l'appropriation des connaissances par les acteurs de terrain et qui vont contribuer à la construction d'un langage commun autour de l'intermittence. Derrière tout ça, il y a aussi des leviers qui se dessinent. D'abord, une nécessité globale, celle de construire un langage commun et une stratégie nationale qui va tenir compte de cette diversité des contextes. Et puis, la nécessité aussi de donner aux acteurs les moyens concrets d'agir sur ces milieux dans leur pratique de gestion. Donc, donner les moyens concrets d'agir, ça va passer par des outils adaptés et fiables qui vont leur permettre de tenir leurs objectifs de préservation, des connaissances, des recommandations de gestion, mais aussi des arguments pour les aider à légitimer les mesures de préservation auprès des usagers, auprès des élus locaux. Et puis une reconnaissance de ces enjeux pour permettre leur priorisation, la priorisation de leur prise en main. Et donc tout ça, c'est des leviers qui vont pouvoir se décliner de différentes manières en fonction des échelles. À échelle nationale, ça va pouvoir se traduire par la nécessité de fournir un cadre de référence clair à l'ensemble des acteurs. Le fait aussi d'intégrer les rivières intermittentes dans les priorités d'action pour que ce soit ensuite décliné aux échelles inférieures. À échelle régionale et à l'échelle des bassins, la nécessité de soutenir la recherche, renforcer les passerelles entre les acteurs, clarifier aussi les enjeux de l'intermittence qui vont être propres à chaque contexte. Et puis à échelle locale, la nécessité de sensibiliser et d'accompagner les acteurs locaux tout en reconnaissant et en travaillant avec la diversité des représentations locales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphanie. Pour vous terminer, je vous mets un petit dessin qu'a fait une petite bande dessinée qu'a fait Le Gray autour des rivières intermittentes qui sont des drôles de rivières et qui se passent chez un psy. On les comprend pas bien, mais elles vont essayer de s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Et pour démarrer les échanges, je crois que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de messages dans le chat. Je propose de donner la parole à Benoît Terrier, donc qui est hydromorphologue, qui est curieux de ces rivières, qui sur leur approche aussi, comment elles sont perçues. On est ensemble, alors c'est pour ça. Alors on va tourner comme ça. Sur ces rivières, quand tu t'y balades, quand tu vas voir les rivières en tresse, par exemple, où il y a des rivières qui sont intermittentes, quelle perception, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe, d'un point de vue social, est-ce que tu te rends compte que, est-ce que tu partages un peu les points de vue développés aujourd'hui? Et peut-être qu'on a vu une deuxième question. On a vu une vision régionale, une vision nationale, et je sais que tu es dans des groupes de travail européens où peut-être que c'est des sujets qu'on en aborde et il y a peut-être des visions différentes. Voilà. Merci. Oui, merci Anne. Bonjour à tous. Donc déjà, je voudrais commencer par dire que le sujet de l'intermittence, c'est vraiment un sujet qui est majeur. Déjà parce qu'il est très présent, on a des rivières intermittentes très présentes dans nos réseaux hydrographiques, mais on va vers un monde, en tout cas sur le bassin Rhône-Méditerranée, les projections d'impact du changement climatique, elles sont assez claires. On a eu un projet de recherche récemment qui s'est intéressé à cette question. Et on va vers des assecs qui vont démarrer plus tôt, se terminer plus tard. Pour les cours d'eau d'altitude, on va avoir un changement du rythme des assecs avec des assecs hivernaux qui vont s'atténuer, des assecs estivaux qui vont s'amplifier. Aussi vers plus de prélèvements au niveau des cours d'eau qui vont avoir un effet sur l'intermittence aussi. Donc ça pour dire qu'en fait, le sujet des cours d'eau intermittents, c'est vraiment un sujet qui est majeur. Et il présente de nombreux défis. Donc Thibaut en a parlé, mais parmi les défis, il y a bien les défis liés autour des perceptions que les acteurs ont autour de ces cours d'eau, les riverains, etc. Pour donner un exemple, nous on a cherché à illustrer un document autour des cours d'eau intermittents avec des projets de restauration, de bons projets de restauration,
bah, il a fallu chercher. On en a trouvé, mais on voit bien que la majorité de nos projets de restauration se font sur des milieux pérennes. Et quand on discute, enfin moi quand j'ai pu discuter avec des gémapiens qui ont mis en œuvre de la restauration sur des cours d'eau intermittents, eh ben, ils nous disaient qu'effectivement, il fallait pouvoir argumenter, que c'était pas facile. Quand on a un argument hydraulique en lien avec les enjeux inondations, ben, on peut s'appuyer dessus, mais finalement, les cours d'eau intermittents, pour ce qu'ils représentent et leur valeur écologique, par exemple, bah, c'est compliqué. Et pourtant, on a des enjeux majeurs sur la restauration des cours d'eau intermittents pour décloisonner nos réseaux hydrographiques, restaurer la continuité écologique pour pouvoir les reconnecter aussi à des milieux pérennes, des enjeux de restauration d'habitat, de morphologie aussi, pour retrouver des mouilles, des habitats diversifiés. Autour de la gestion quantitative aussi, on a des enjeux majeurs de la qualité d'eau, etc. Donc des enjeux majeurs autour de ces cours d'eau et une difficulté à voilà, leur donner une certaine valeur, en tout cas reconnaître leur valeur écologique. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu de communication qui est assez majeur. Et là, je pense qu'il faut qu'effectivement qu'on soit un peu créatif. Donc Thibaut, tu as évoqué, j'étais aussi à ce séminaire international où donc c'est une Anglaise en fait qui disait que pour communiquer autour des cours d'eau intermittents, elle utilisait cette image de l'arbre qui perd ses feuilles. En fait, on pourrait croire qu'il est mort l'hiver, alors qu'en fait, il est toujours là. Et de même, la rivière intermittente, quand elle est à sec, on pourrait croire qu'elle est morte et qu'il n'y a plus de vie, alors qu'en fait, non, la vie est toujours là. Je pourrais aussi évoquer une initiative qu'on avait soutenue au niveau de l'Agence de l'eau, c'est la publication d'une exposition sur les rivières intermittentes avec 10 panneaux qui avaient été faits pour justement expliquer ce qu'est une rivière intermittente, sa valeur, etc. Ça, c'est une exposition, d'ailleurs, j'en profite, qu'on a à l'Agence de l'eau et qu'on est prêt à mettre à disposition de gémapiens, de collectivités, d'agglomérations, etc., qui voudraient communiquer sur le sujet des cours d'eau intermittents. Et puis la BD, par exemple, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez créatif et je pense qu'effectivement, on a cherché collectivement peut-être à être créatif pour pouvoir communiquer autour de ce sujet. Voilà. Je m'arrête là. Ah oui, au niveau international. International, peut-être parce qu'il y a peut-être des pays qui sont en avance par rapport à nous. J'imagine qu'il y a des pays où les ASEC sont plus prégnants. Oui. Comment ils s'en sortent? Je sais pas, par exemple en Espagne, au Portugal. Oui, alors, moi, je suis effectivement dans certains groupes européens. Et ce qui était intéressant, notamment avec les voisins espagnols ou même chypriotes ou autres, on voit qu'en France, même au niveau de la réglementation, est-ce qu'un cours d'eau intermittent est un cours d'eau? À partir de quand ça va être considéré comme un cours d'eau ou autre? Enfin, ce type de réflexion, ça apparaissait assez lunaire en fait pour les voisins européens qui, eux, en tout cas dans certaines régions, la majorité de leurs cours d'eau sont des cours d'eau intermittents en fait. Donc c'est vrai que, et puis du coup, c'est vrai qu'il y a certains pays qui ont mis en œuvre par rapport aux défis que représentent ces cours d'eau, voilà, des recherches, des travaux, etc. Voilà, où ils sont effectivement peut-être plus avancés sur certains points, même si voilà, la recherche sur les cours d'eau intermittents sur le bassin Rhône-Méditerranée, mais même en France, avec Thibaut, ça fait maintenant un certain moment que tu y travailles aussi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Benoît, pour ce premier témoignage. Je ne sais pas est-ce qu'on gère le chat à deux, puisque moi, je n'y ai pas accès, parce que comme je suis passée Il n'y a pas de questions? Il y en a une. Ah. Quelle solution de gestion durable vous semble prioritaire pour préserver les rivières intermittentes face au changement climatique? Ah, vaste question. Déjà, avant d'aborder cette question, il faut se dire surtout que les connaissances qu'on est en train d'acquérir, et y compris les problématiques de gestion et de perception des rivières aujourd'hui, c'est déjà en fait travailler sur les rivières du futur, comme l'a souligné Benoît. En fait, on va vers plus d'ASEC, on va vers aussi plus d'ASEC qui sont liés au prélèvement, etc. Et donc, en fait, déjà comprendre mieux et gérer bien ce qu'on fait aujourd'hui, ça va nous permettre de pouvoir gérer les rivières du futur. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que le mot-clé qui a été dit par Benoît, c'est la continuité, en fait. Parce qu'il faut se rendre compte que, en fait, ce n'est pas une rivière qui est intermittente, c'est un tronçon qui est intermittent. Il n'y a pas une rivière, à part des petites rivières qui s'assèchent complètement. Donc, en fait, on a dans tout réseau hydrographique des tronçons, des affluents qui peuvent s'assécher. Et en fait, quand ils s'assèchent, ils ont besoin de refuge. Les organismes, par exemple, ont besoin d'aller trouver de l'espace pour pouvoir se planquer, revenir quand il y aura un peu plus d'eau, etc. Et donc, le fait de bien comprendre conceptuellement cette continuité
Et cette interdépendance des milieux pérennes et intermittents et la conserver ou la restaurer, comme le disait Benoît, c'est la clé pour pouvoir s'assurer d'un certain fonctionnement, d'une certaine résilience à l'avenir en tout cas. Ok, merci beaucoup Thibaut. Moi, j'aurais une question sur Marie-Lise nous disait que construire l'intermittence comme un objet de gestion, il y a des étapes. Comment on a vu que tu présentais deux cas très très différents, une intermittence naturelle, une intermittence qui est peut-être naturelle, mais qui est aussi du fait d'usage de l'eau sur cette rivière. Si on veut s'attaquer aux problématiques, est-ce qu'il y a des collectivités qui s'y attaquent? Ils démarrent par quoi? C'est quoi après les étapes? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'après toi? Ben, une des choses à faire, mais c'est le cas des rivières intermittentes comme le cas des rivières pérennes, hein. C'est avant tout essayer de mettre en débat les enjeux liés à la rivière. Donc, essayer d'associer au maximum l'ensemble des acteurs à la gestion locale pour identifier les enjeux, les prioriser. Et je pense que dans le cadre de l'intermittence, on est vraiment dans une politisation nécessaire parce que ce qui est dépendant, c'est aussi la question des usages de l'eau. Et donc, voilà, on parlait de priorité de gestion, c'est comment arbitrer l'usage et l'eau qu'on laisse pour la rivière, pour la biodiversité locale, son fonctionnement, les échanges, etc. Et donc, à partir de là, c'est vrai que il faut essayer au maximum d'associer les acteurs locaux euh, à cet arbitrage, hein. Et donc, voilà, pour essayer d'avoir une utilisation la plus raisonnée possible de la ressource, quoi. Ok. Il y a deux questions. Une peut-être pour Thibaut sur est-ce qu'on peut observer une différence dans la survie de la biodiversité entre un assec récent et une rivière qui est intermittente depuis longtemps? Est-ce qu'il y a une adaptation des organismes à cette intermittence? C'est une très très bonne question. C'est un front de science majeur aujourd'hui. On bascule de plus en plus pour aller comprendre l'effet des assèchements liés au changement climatique, donc récents, ou aux activités humaines, donc récents par rapport à des assecs comme sur l'Albarine, qui ont sans doute plusieurs milliers d'années. En fait, l'évolution, il faut vraiment plusieurs centaines, voire milliers d'années pour qu'elle puisse agir. Donc on sait que c'est pas, il n'y aura pas de l'évolution ultra rapide en quelques décennies. Par contre, il y a les espèces, elles ont quand même des capacités pour se déplacer. Voilà. Donc en fait, on peut tout à fait, en fonction du pool d'espèces qu'on a dans un territoire, avoir des milieux qui s'assèchent depuis récemment et qui vont être colonisés par des espèces qui viennent de cours d'eau historiquement asséchés dans le même territoire. Ça n'a pas été encore montré, voilà, on a besoin d'études pour le montrer, mais conceptuellement, ça a du sens. Donc, ça va vraiment dépendre un petit peu de l'abondance des cours d'eau intermittents et auquel cas, voilà, il y a une trajectoire qui devrait faire que dans quelques années, les communautés devraient ressembler à ces communautés. Le gros souci étant que c'est assez rare d'avoir des assèchements qui soient uniquement liés à l'homme, même avec le changement climatique. Et en général, il y a d'autres stress qui sont mis en place. Et ça peut limiter par contre le fait d'avoir voilà, un petit milieu, une petite tête de bassin avec un cours d'eau intermittent qui peut être extrêmement riche en invertébrés, par exemple. Et ben, le même milieu, si on l'assèche, mais qu'à côté, il y a de l'agriculture intensive ou des prélèvements, même s'il y a les organismes qui pourraient tolérer l'intermittence, ils ne toléreront pas l'intermittence plus le reste. Donc, il y a aussi un effet de cocktail de différents stress qui sont malheureusement souvent liés à l'intermittence non naturelle. Ok. Merci beaucoup, Thibaut. Moi, j'aurais, dans les enquêtes que vous avez faites, Marie-Lise et Stéphanie, vous avez essayé de faire parler de ces rivières intermittentes. Euh, Quels outils les pédagogiques, quels outils les gestionnaires, par exemple, ont besoin pour faire passer pour que les gens s'approprient ces rivières? Est-ce qu'ils ciblent un certain nombre de publics? Est-ce que nous, on invente, moi, par exemple, nous, au niveau du Grès, on a sorti une petite BD, mais est-ce que c'est ça qui permet et qu'est-ce qu'ils attendent, en fait? Quels peuvent être les supports qu'ils peuvent avoir? On a parlé de l'exposition, là, sur les rivières intermittentes. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'ils vous ont donné des pistes? Ah, pardon, vous m'entendiez pas.
Oui, alors c'est des choses qui ont été évoquées. C'est-à-dire la première chose qui me vient en tête, c'est surtout ce qui entourait la question de la restauration et qui a été évoquée par Benoît. C'est finalement comment est-ce qu'on arrive à prioriser les mesures de gestion sur ces tronçons touchés par l'intermittence, sachant que il y a une difficulté pour les acteurs locaux, alors à la fois les usagers, mais aussi les élus, à se représenter l'intérêt écologique en fait qu'il va y avoir à tirer de cette restauration. Oui, ce qui revenait notamment, c'était ce manque en fait d'arguments en fait pour légitimer l'action, puisqu'il y a l'idée que alors il y a la question des outils, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure tout ça pour le donner à voir. Euh, mais il y a aussi en amont en fait toutes les idées préconçues qui vont consister à dire de toute façon à quoi bon restaurer une rivière qui sera à sec la moitié de l'année, donc supposé sous-entendu dans lequel il y aura finalement plus de vie, ou enfin oui, ou dans laquelle il y aura plus de vie au moins une partie de l'année. Il y a aussi l'idée qu'en fait puisqu'il y a plein de mesures à mettre en place localement, on va pas prioriser là parce que c'est pas là qu'on a le plus de bénéfices à en tirer. Quand bien même il y en aurait, en fait il y en aura plus ailleurs, donc on priorise ailleurs. Et donc derrière tout ça, je pense qu'il y a à la fois la nécessité en fait de communiquer sur les connaissances qui existent déjà, mais aussi de vulgariser certainement pour rendre accessible à un public assez diversifié. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui. Donc, il y a une question sur est-ce que la gestion reconnaissance des cours d'eau intermittents ne peut pas faire l'objet d'une attention particulière renforcée dans le prochain SDAGE? Oui, j'ai envie de dire qu'effectivement, dans les SDAGE, on pourrait peut-être renforcer les enjeux autour des cours d'eau intermittents. Et donc là, les SDAGE sont en cours de révision. Il y aura une consultation qui sera faite, je crois que ce sera à partir de mars, à voir, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut faire l'objet de renforcement dans les SDAGE, parce qu'effectivement, pour le moment, en fait, il me semble que c'est globalement absent des SDAGE. Après, donc il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont prévues au niveau de la DCE, au niveau français, je pense, mais sur la typologie, sur les indicateurs propres pour suivre ces milieux, évaluer l'état écologique de ces milieux intermittents? Moi, j'ai pas d'informations récentes. Thibaut, je sais pas si toi, tu en as peut-être un peu plus. Il y a des travaux en cours, mais en fait, en théorie, déjà, ça existe et simplement, il faut l'appliquer. Mais voilà, en théorie, il y a déjà une typologie qui permet d'inscrire l'intermittence. Nos collègues espagnols, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont de l'intermittence partout. Donc, eux, ils ont des types intermittents. Nous, on les a pas implémentés et c'est le cas de 90% des États membres. Donc, il y a déjà, en fait, on peut déjà utiliser le peu d'outils qui existent. Et après, il y a des gros travaux qui sont en cours, tant sur les cours d'eau pérenne d'ailleurs qu'intermittents, pour revoir un peu les méthodes d'évaluation, parce qu'avec le changement climatique, il y a un peu une trajectoire je ne sais pas si on peut appeler ça dérive, une évolution des conditions de référence. Donc, il y a des travaux en cours. Après, j'ai envie de dire que la séquence actuelle politique, elle n'est pas forcément favorable à l'environnement. Donc, c'est pas dit qu'on arrive à accélérer les choses dans les toutes prochaines années. Mais on y travaille en tout cas. Il y a un gros groupe de travail au niveau européen qui travaille spécialement sur le bon état écologique des milieux qui sont non pérennes. Pour ces rivières intermittentes, d'un point de vue appropriation, etc., il faut faire encore plus d'efforts et encore plus décliner tous les outils de communication à différentes échelles que l'on doit avoir, parce que c'est des rivières qui sont considérées par beaucoup de gens pas comme des rivières. Et je me rappelle, c'est pour raconter une petite anecdote, un petit souvenir, avec Marie-Lise et avec Thibaut, on était allés au bord de l'Albarine quand elle était en train de devenir intermittente avec un groupe d'étudiants. Et à côté, il y avait des jeunes qui jouaient dans l'eau. Et les jeunes qui jouaient dans l'eau, ils ont vu des scientifiques qui regardaient, qui observaient.
une rivière, ils étaient dans une rivière qui se rétractait et eux ils jouaient dans ce qui restait de la rivière à ce moment-là, intrigués par ce que faisaient les scientifiques en disant mais il y a des gens qui s'intéressent à notre rivière, étonnant. Et au bout d'1 heure, 2 heures de discussion, on leur a expliqué d'abord qu'il y avait plein de bêtes dans cette rivière et qu'ils pouvaient aller les montrer aux scientifiques qui connaissaient ces bêtes. Et donc ils sont arrivés avec leurs araignées, avec tout ce qu'ils pouvaient trouver pour montrer aux scientifiques qui les cherchaient, pour montrer que déjà qu'il y avait une biodiversité. Et puis après, ils ont aussi interrogé, il y avait la gestionnaire du syndicat qui était là et qui leur a demandé, mais pour vous, vous la trouvez chouette cette rivière? Et puis ils ont été épatés que c'était une dame qui était la chef de cette rivière. Et elle a pu expliquer que c'était une rivière qui était différente suivant les secteurs. Et entre l'Albarine amont, aval, etc. Et on s'était rendu compte, en fait, avec l'école, par exemple, ils étaient pas allés sur cette rivière dans les sorties d'école, etc. Donc c'était juste à côté de chez eux. Donc important. Et après, j'ai entendu un gamin qui parlait à sa mère du pont, qui était sur le pont, qui venait la chercher. C'est, tu sais, maman, ils m'ont expliqué que. Donc c'est vrai que je pense que sur les rivières intermittentes, il y a une politisation nécessaire de la problématique, mais il y a aussi une appropriation à toutes les échelles de qu'est-ce que sont que ces rivières qui sont un peu bizarres, mais qui sont quand même des vraies rivières. Je sais que Marie-Lise en avait profité pour commencer à faire un petit entretien avec ces jeunes ils avaient 12-13 ans, hein, voilà. Oui, bah, je voulais voir ce qu'ils en pensaient. Mais ce qui est sûr, c'est que au-delà même, oui, de l'appropriation, enfin, il y a une question de reconnaissance, hein, enfin, dans les entretiens qu'on avait faits, il y a un acteur qui nous avait dit, mais en fait, l'Albarine, enfin, on se demande si c'est une rivière en fait. Simplement, quand on passe sur l'autoroute, on voit le panneau Albarine. Le gars disait il faudrait enlever il faudrait enlever le panneau rivière Albarine parce que quand on regarde en bas, c'est des cailloux, donc on ne comprend pas. Donc il y a vraiment une question de changement de paradigme. C'est ce que Thibaut a commencé comme ça, en disant bah, effectivement, qu'est-ce qu'une rivière et à partir de là, c'est pas parce qu'elle est en eau qu'une partie de l'année que ce n'est pas un fonctionnement naturel, quoi. Donc, c'est sûr que voilà, la question de la reconnaissance et oui, de la valorisation de ce type de cours d'eau, il est au cœur de la problématique. Okay. Je crois que tu avais peut-être une dernière question. Alors, Jean-Yves, Brana, merci. Jean-Yves, désolé, je n'avais pas compris ta question, qui a reformulé, demandé si on avait évalué l'impact d'un tronçon en ASEC sur les peuplements d'un tronçon en eau à son amont ou aval immédiat. Une question pour Thibaut, ça. Thibaut, ça. Dans un sens, on l'a fait, dans l'autre, on va le faire. En fait, concrètement, quand il y a un tronçon, quand il y a un tronçon qui s'assèche, ça fait une barrière, hein. C'est comme si on installait un seuil ou un barrage. Donc, de toute manière, il y a déjà un effet immédiat sur les mouvements des organismes vers l'amont. Ça, c'est à peu près clair. Ce qui se passe, c'est quand il a séché, les tronçons, ils sont colonisés par une myriade notamment d'arthropodes, beaucoup plus riches que ce qu'on trouve dans le milieu benthique, hein, pour les spécialistes. Avec des espèces parfois assez rares. Et en fait, ces organismes-là, ils sont souvent entraînés par les remises en eau et à l'inverse, ils viennent alimenter les chaînes trophiques à l'aval. Donc, il y a un effet écologique assez positif des invertébrés terrestres qui colonisent les lieux asséchés sur l'aval. Il y a un effet immédiat pendant l'assèchement sur les mouvements des organismes, mais on va travailler un petit peu pour voir. Je vois qu'il y a pas mal de... En lien avec les perceptions, même la définition d'un cours d'eau, elle est à revoir. Et aujourd'hui, l'État, il ne sait pas faire. Et on a du mal à l'aider. Si on part sur le principe qu'une rivière, ça doit couler un certain temps, ça met tout le monde. Voilà. Donc, Mathis Messager, qui est présent là, a fait une super étude pour montrer comment ces perceptions, elles vont même jusqu'à la législation, en quoi c'est un problème. Donc, la suite, c'est d'aller démontrer exactement en faisant ce que nous propose le collègue, d'aller montrer, de toute façon, si vous ne classez pas ce tronçon en cours d'eau, il y aura des problèmes de qualité d'eau à l'aval. Donc, on va lancer des travaux en ce sens-là dans les prochaines années. Okay. Eh ben, moi, je vous remercie tous pour vos présentations respectives, pour les échanges qui ont pu avoir lieu lors de ce Café Zabre. Et merci aussi Benoît de m'avoir accompagné sur ce Café Zabre. Et je vous dis à bientôt, bonne fin d'année.